On se connecte au marché. Bon, tu vois là, ce que tu vois en vert, c'est Berkshire Hathaway, société qui appartient à Warren Buffett. Et t'as sans arrêt les gens qui vont dire: ouais, putain, il surperforme le S&P 500, il est trop fort. Alors, effectivement, le S&P 500, c'est un indice. Là, je vais te parler d'une action, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Parce qu'au-dessus, ce que tu vois en bleu là, ici, là, hein, c'est Apple. Hein, ouais, société qui est très connue aussi, Apple, hein, qui fait partie du portefeuille de Berkshire Hathaway. On va en parler juste après. Hein, donc lui, il n'est pas rentré. Alors oui, au début, Apple faisait moins bien que Berkshire Hathaway au niveau du graphe. Il lui est passé dessus en fait en 2006. Oui, il est passé au-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, Warren Buffett, il n'est rentré sur le dossier qu'en 2016, ici. Donc déjà, il y avait déjà du retard déjà sur le dossier. Hein. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit que Berkshire Hathaway a commencé vraiment à s'envoler beaucoup plus ici, assez fortement. Et donc on va regarder un peu quelque chose déjà. Donc déjà on va regarder déjà la performance. Excusez-moi, on n'a pas vu, mais non, ça monte plus haut en fait. Ah, ça fait peur. Hein. C'est impressionnant Apple, la performance qu'elle a. Hein. C'est prodigieux, hein. Prodigieux Apple. Regardez, on voit même pas le bout. Là. On voit même pas le bout. Regardez. T'as l'impression en fait que la performance de Berkshire Hathaway, elle est limite ridicule quoi. Limite. Hein. Voilà. Voilà. Là, c'est sûr. Voilà, sur 30 ans, quasiment 90. Donc en fait. Alors là actuellement on est à 52 000% de hausse. Ça veut dire que là actuellement, la différence entre Berkshire Hathaway et Apple, elle est de 353%. Rien que ça. Fait trois fois mieux. Trois fois mieux. Plus de trois fois mieux. Trois fois et demi mieux que Berkshire Hathaway, Apple. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, quand tu regardes le portefeuille de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, excusez-moi, eh ben, on voit qu'Apple il est rentré en 2016 sur la valeur. Avant, il ne l'avait pas en fait. Hein. Avant, il avait d'autres trucs, Wells Fargo, Liberty Media. On voit qu'il a toujours ce dossier-là, Liberty Media, ça fait rien. Hein. Il avait du IBM aussi à l'époque. IBM. Il a vendu en, peut en moins-value dessus. Bon, là, je peux vous montrer. Il avait le Charter, le Visa. Visa, il a toujours un Visa. Viacom, Viacom, c'est intéressant hein, de voir qu'il avait du Viacom. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Viacom, c'est Paramount. Donc, j'ai pas trop regardé hein, pour le coup. S'il avait en fait du Viacom de l'époque qu'il a gardé en fait et qu'il n'avait pas vendu, j'ai pas vérifié pour le coup. Mais ça se trouve, la moins-value sur Paramount est beaucoup plus forte que prévu, parce que s'il en avait déjà avant et qu'en fait il en a juste repris, je sais pas, franchement j'en sais rien, parce que vu qu'il y a eu une fusion, bon, on va parler de ça, on va parler d'Apple du coup. Donc Apple, voilà, il a commencé en 2016 à rentrer dessus, après il est rentré progressivement, hein, une petite entrée là, 0,83%, donc il l'a attrapé à la hausse, hein, 0,40 là. Il a pris une grosse position sur Apple, il a augmenté assez fortement ici, 3,30. Il a pris, donc là c'est assez fort, de 76% de hausse. Et là le plus gros c'était là, 6,39, 125%, donc Q1 2017. Je reviens sur le graphe. Q1 2017, 2017. Ouais, en plus ça avait été une année plutôt bleue. Hein. Alors là bien sûr c'est des bougies en année, alors ça se trouve, peut-être qu'en début d'année ça avait chuté. En 2017 c'est possible, c'est pour ça qu'il en avait repris. Euh, on n'a pas les tarifs auxquels il les reprend. Donc, ouais, donc là, il a fait ça, 2017. Et après, 2017, je descends, bim. Donc là, il en a repris de nouveau, 0,07, comme James Bond, une toute petite position. Là, 0,34, pas beaucoup non plus. Mais vous voyez, tous les mois, il achetait. Hein, là, il a pris plus, du coup, de 76. Des positions Apple, là aussi beaucoup, là en 2018, hein, 6,59, hein, il avait repris 44%, mais normal sa position prenait de plus en plus de place dans le portefeuille. Hein. Donc là, Apple de 2018, on était où là 2018, on était où ou pas? 2018, c'est l'année. Ah oui, bah oui, je suis con. Si, si, bah, l'année 2018, c'est l'année où il y a eu Trump qui a foutu le bordel là. Donc c'est pour ça qu'il a dû prendre quand ça s'est effondré, quasi sûr. Donc 2018, attendez. Q1 2018? Ah non, non, pas vraiment, non, c'était fin 2018, ça s'est effondré. Donc là, il a repris là. On va regarder au Q4, qu'est-ce qu'il avait fait. Q4, là, ça a été le mois où ça s'est beaucoup effondré aux États-Unis à cause de Trump. Ah, assez bizarrement, elle n'a pas pris pour le coup. Non, il a pris des bancaires, mais il n'a pas acheté du tout d'Apple pour le coup. Elle aurait pu en profiter, mais non, non, il n'a pas repris. Et après, après, il n'a pas repris avant un bout de temps. Là, il a pris les S&P 500 là. Il les a pas gardés très longtemps, finalement 5 ans, il les a vendus. Euh, je crois qu'après, il a commencé à en reprendre en 2020, je crois. Un petit peu, puis après, il a vendu. Bon, bref.
Vous avez compris. Donc, il a pris première position en 2016 et après, il a pris à la hausse. Ce qui fait qu'automatiquement, il a sous-performé Apple, même si son portefeuille était principalement concentré sur Apple, qui avait quasiment, je crois, quasiment 50% du portefeuille sur Apple. Et malgré ça, elle a sous-performé, hein, parce que depuis qu'il a acheté du Apple, donc 2016, c'est difficile, là, parce qu'il y a tellement de différences là, entre les deux que j'arrive même pas à voir 3 mois, là, ce sera peut-être un peu plus visible, là, comme ça. Putain, ouais, c'est fou. Regardez la différence qu'il y a, quoi, c'est fou, hein. On va se mettre à 2016, là, pour mieux voir. Ah ouais, non, 2020. Il est rentré à peu près par là. Q1 2016. Donc là, du coup, c'est moins violent la différence. Vous voyez, elle est moins violente, mais quand même, hein, donc là, on est là, ce Backcasher à Taoe, 261%, alors qu'Apple a 617%. Donc si je pars de bas, hop, ça fait 48% de baisse. Donc manque à gagner, on va dire. Voilà. Donc en fait, il sous-performe finalement Apple, qui est sa plus grosse position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, beaucoup de gens disent ouais, Backcasher Hathaway c'est magnifique. Oui, oui, c'est bien, bien sûr. Mais en tout cas, quand tu compares à Apple, c'est pas bon. Hein, toujours pareil, hein. Donc tout dépend. Et pourquoi je prends Apple en exemple? C'est normal parce que c'était sa plus grosse position. Et ça reste toujours sa plus grosse position à Backcasher Hathaway. Là, je vais vous remontrer du coup son portefeuille qu'il a actuellement. Je sais plus comment faire. Je clique là. Je vais la chercher là. Backcasher Hathaway, t'es où? T'es ici, bim. Vous voyez, ça reste toujours sa plus grosse position. Il a 28%. Hein, dessus. Donc c'est sa plus grosse position. Mais effectivement, par rapport à avant, il a moins de positions dessus. Mais en tout cas, il sous-performe la performance d'Apple. Après, les autres sociétés qu'il a en portefeuille, après, c'est sûr que c'est un gars qui a beaucoup de sociétés en portefeuille. C'est ça le truc. C'est qu'il a beaucoup de petits paris, en fait, hein. Vous voyez, les petits paris, on va dire moins d'1%, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Il a 25 positions en dessous des 1%. Donc plein de petits paris à la con et trois gros paris: Apple, American Express et Bank of America. Visiblement, Thierry Breton a posé problème parce qu'il a allégé la position. Donc on verra, hein, au prochain trimestre ce que ça va donner. On va pas tarder à le savoir parce qu'il va les donner. C'est en fait le trimestre qui est là, qui est fini là, qui a été à échéance là. Mais en tout cas, voilà, je vous explique que le fait de sa bonne tenue par rapport au S&P 500, c'est le fait qu'il avait beaucoup d'Apple. C'est principalement dû à ça. On peut regarder juste pour finir, on peut essayer de faire un comparatif. Si je rajoute le SPX, SPX c'est le S&P 500. Oui, donc effectivement, par rapport au S&P 500, il fait beaucoup mieux. Ça c'est clair et net. Après là, c'est un ETF que je vous ai pris, donc qui commence depuis 2010. Mais c'est vrai que du coup, il faudra se mettre par rapport à 2010 pour que ce soit plus logique. Et on voit que depuis 2010, il n'y a pas une grosse différence en fait, hein, par rapport à l'ETF, hein. Parce que là, l'ETF il commence là, hein, 2010. Ouais, il n'y a pas une grosse différence, hein, c'est quasiment kiff-kiff, hein, le S&P 500 et Backcasher Hathaway, hein. Donc après, bien sûr, vous pouvez, hein, si vous voulez pas prendre le S&P 500, vous pouvez prendre. Alors, ça n'existe pas sur un PEA, bien sûr, hein, un ETF qui réplique Backcasher Hathaway, il faut prendre le S&P 500. Mais acheter du Backcasher Hathaway, c'est comme prendre un espèce d'ETF du S&P 500, qui est pas très différent des deux, hein. Franchement, je vois pas une grosse différence entre les deux. Backcasher Hathaway fait même légèrement moins bien actuellement, ou ouais, j'arrive pas trop à voir parce que les deux sont très proches. Ouais, c'est pas dingue. Bref, voilà, j'ai fait le point, hein, sur ça. Je sais pas, mettez des commentaires. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.